Tout le monde est en place. Pascal est en place, je vois. Sophie Laurent. Anna, tu te fais remarquer. Anna, elle est où? Tu dois être là-bas, hein? Sarah, on y va. Dominique, en place s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez remarqué que la mise en place de la salle est différente de d'habitude. C'est parce que nous avons une projection sur le SICTUB, je crois, à vous montrer, qui sera retransmise. D'ailleurs, techniquement, ça marche bien maintenant sur la retransmission pour les gens qui nous regardent et nous écoutent et que je salue par ailleurs. Merci à nos services d'être présents. Muriel, Maxime et Boris à la technique, merci à vous. Alors nous entrons dans une période, vous avez vu qu'il y a eu un changement de date de conseil municipal qui était placé pendant les vacances scolaires, qui a été décalé. Donc nous avons le conseil de ce soir, nous en aurons un autre le 2 mars pour le rapport d'orientation budgétaire et un autre le 30 mars qui sera la séance de vote du budget. Donc si vous trouvez que, comme chaque année, hein, c'est une séquence finance qui justifie des conseils municipaux assez rapprochés. Alors, pour les présents, Dupont, Olivier présent, Valérie Lecomte, Hugues Brissot, Sarah Béag, Pascal Martin, Sylvie Bocobza, si, elle est là, Didier Mézières, Sabine Jamet, absente, excusée, pour voir à Grégory et Philippe, que je n'ai pas vu lui d'ailleurs encore, Grégory. Christophe Van Deneken, pouvoir à Olivier Dupont, Dominique Nocture, Daniel Dess, Michel Fraioli, absente excusé, pouvoir à Hugues Brissot, Roger Hadot, Grace Ribeiro, Sylvain Benayoun, Karine Gauthier-Jeannot, absente, pouvoir à Valérie Lecomte, Laurent Graft, Radia Tiglit m'a envoyé un WhatsApp, elle viendra peut-être, mais plus tard dans la soirée, on la note, on donne un pouvoir du coup. On attend. Ouais, il n'y a pas de pouvoir officiel de donner, non. Yvan Dauer, Anne Sotti, Grégory Philippe, il devrait arriver, Sophie Baquet, Jacques Bayeux, j'ai pas de pouvoir, je sais pas de pouvoir. Anna-Maria Cheta, Gilles Deveau, absent, pouvoir à Grace Ribeiro, Clarisse Paulet, Laurence Bernard, Fabien Bignolet, Aude Misnard, absente excusée, pouvoir à Fabien Bignolet. La désignation du secrétaire de séance pour ce premier conseil de 2023. Quelqu'un qui ne l'a pas été en 2022. Sur qui ça pourrait tomber? Ça pourrait tomber par exemple sur Clarisse Paulet, au hasard. Qu'en penses-tu, Clarisse, si tu... Elle est d'accord. Quelqu'un s'y oppose? Tout le monde est OK? Clarisse, désignée volontaire, secrétaire des séances. Merci à toi. Alors, approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques? Je porte aux voix qui approuve le procès-verbal de la séance. Unanimité, merci à vous tous et toutes. Alors, les décisions qui sont assez nombreuses. Décision numéro 77 du 18 novembre, signature d'un marché de travaux avec la société Accolade concernant la requalification de la friche urbaine au 21 rue de Paris à Viarmes. Aménagement d'un restaurant sur rue Lot 1 et 2, démolition, maçonnerie, gros œuvres et ravalement, VRD, pour un montant de 262 308 € hors taxe, soit 314 769 73 TTC, qui se répartissent pour 162 761 € hors taxe pour le lot 1 et 99 542,50 € pour le lot 2.
Décision numéro 78, toujours pour la friche au 21 rue de Paris, signature d'un devis avec la société Active Couverture, requalification de la friche, aménagement d'un restaurant sur l'eau 3, donc l'eau couverture, montant de 90 495,92 € hors taxe. Décision numéro 79 du 18 novembre, toujours, signature d'un devis avec la société Lefort concernant la requalification de la friche urbaine du 21 rue de Paris, aménagement d'un restaurant, lot 4, menuiserie extérieure pour un montant de 60 802 € hors taxe. Décision numéro 80, toujours requalification de la friche du 21 rue de Paris, signature d'un marché de travaux que la société Fernucci, aménagement d'un restaurant, lot 5, seconde œuvre, agencement pour un montant de 95 942,60 € hors taxe. Décision 80, signature d'un marché de travaux avec la société Clim Thermique, toujours pour la requalification de la friche du 21 rue de Paris, pour le lot 6, plomberie CVC, pour un montant de 48 101 € hors taxe. Décision numéro 82, signature d'un marché de travaux avec la société JS Elec, toujours pour la requalification de la friche urbaine 21 rue de Paris, c'est le lot 7, électricité, pour un montant de 29 929,47 € hors taxe. Décision numéro 83, rétrocession par la SAFER à la commune de Viarmes de la parcelle cadastrée D601 pour un montant de 4 084,80 € hors frais notariés, qui se décompose comme suit: 3 000 € pour la valeur des terrains, 680 € de frais supportés par la SAFER et 404,80 € de frais d'intervention de la SAFER. Décision numéro 84 du 14 décembre, rétrocession par la SAFER à la commune de Viarmes de la parcelle cadastrée D83 pour 2 400 € hors frais notariés, qui se décompose en 1 500 € pour la valeur des terrains, 500 € de frais supportés par la SAFER et 400 € de frais d'intervention. Décision numéro 85 du 14 décembre, rétrocession par la SAFER à la commune de la parcelle cadastrée D1225 pour un montant de 2 400 € hors frais notariés, qui se décompose en 1 500 € pour la valeur des terrains, 500 € de frais supportés par la SAFER et 400 € de frais d'intervention de la SAFER. Décision numéro 86 du 14 décembre, rétrocession par la SAFER à la commune de la parcelle cadastrée D224 pour un montant de 3 408,01 € hors frais notariés, 2 400 € pour la valeur des terrains, 608,01 € de frais supportés par la SAFER et 400 € de frais d'intervention. Décision numéro 87 du 9 décembre, signature d'un contrat numéro 1 au marché de restauration de l'église, tranche 1, la tour du clocher, lot 6 pour le lot cloche, relatif à la fourniture et la pose d'un mouton en bois en remplacement du mouton métallique de la cloche déposé pour les travaux. Le montant de cet avenant est de 2 220 € hors taxe pour un nouveau montant total du marché de 25 219 € hors taxe, induisant un écart de 9,65% avec le marché de base. Décision numéro 88 du 12 décembre, signature d'une nouvelle convention d'engagement refuge LPO. Mon établissement est un refuge pour le site du Hêtre Pourpre. Le coût de l'inscription s'élève à 45 € pour 3 années. Décision numéro 89 du 12 décembre, signature d'un marché de fourniture et livraison de repas scolaires et du multi-accueil de la ville avec la société Armor Cuisine. Le marché est conclu pour une durée d'1 an renouvelable une fois. Le montant estimé du marché s'élève à 232 132,61 €, toutes taxes comprises par an, qui correspond à l'offre de base, soit 4 composants dont un bio journalier et de l'agriculture raisonnée. Le marché est conclu à prix unitaire. Une option a été retenue, celle qui comprend 5 composants et qui s'appliquera selon les choix opérés par le maître d'ouvrage, donc par la ville, lors des commissions menues dans la limite de 50% du nombre indicatif de repas annuels figurant à l'article 1.3 du cahier des charges du CCTP. La facturation de ce surcoût de repas se fera en fonction du quantitatif consommé et pour un montant maximum estimatif de 12 120 € TTC. Se place dans l'hypothèse de 50% de repas qui ont 5 composants et non 4. Donc c'est un chiffre qui est amené à se préciser au fur et à mesure de l'année. Voilà pour les décisions. Début de l'ordre du jour, donc point finance. Point numéro 1, avance de la subvention au profit de la Caisse des écoles avant le vote du budget primitif 2023. C'est un point que nous retrouverons chaque année à cette époque. Je laisse la parole à Sarah.
Comme chaque année, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette avance en raison de la date du vote du budget communal. Cette avance représente un acompte sur la subvention communale en faveur de la Caisse des écoles. Il est à rappeler que la Caisse des écoles n'a pas sa recette propre. Cette avance abondant le budget Caisse des écoles permettra d'ordonner les dépenses nécessaires au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires avant le vote de son propre budget qui aura lieu généralement en mars de chaque année. Pour 2023, il est proposé de maintenir une avance de 20 000 euros, soit environ un tiers de la subvention votée en 2022, qui était de 62 570 euros. Point habituel, est-ce que ça appelle des commentaires? Rien de particulier? Je te laisse porter aux voix, Sarah. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité, merci à tous et toutes. Point numéro 2. Rectification de la délibération numéro 30 du 27 mai 2021 qui concerne l'opération de reconversion du site de l'ex-gendarmerie situé au 54 rue de Paris. Dans le cadre du projet de réhabilitation de l'ex-gendarmerie, un montage financier a été établi entre la ville et Val d'Oise Habitat afin que Val d'Oise Habitat rétrocède à la ville des espaces publics et des locaux commerciaux. La commune participe financièrement pour les surcoûts induits par certaines demandes, la demande de mise en place de création d'un parking souterrain, d'ascenseurs qui n'étaient pas prévus dans les premiers projets et d'une densité moins forte puisque nous avons toujours dans l'idée de limiter la densification de l'habitat. Donc tout ça a un coût puisque ça fait évoluer leur équilibre financier et c'est la commune qui vient en support. Lors de la séance du 27 mai 2021, le conseil municipal a validé l'engagement de la future opération de construction sur le site ex-librairie, ex-gendarmerie, au 54 et 56 rue de Paris. La délibération numéro 30 du 27 mai 2021 prévoyait une contribution de la ville de Viarmes à hauteur de 1 252 940 € sans notion de TVA. VOH Val d'Oise Habitat souhaite qu'une délibération rectificative soit votée par le Conseil afin de majorer ce montant de la TVA pour ce qui concerne les rétrocessions, pour afficher une contribution totale pour la commune de 1 479 589, soit un montant de TVA qui se rajoute à 226 649 €. Qui se répartit comme suit, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Participation de la ville du fait d'une demande d'une moins forte densité du projet, 200 000 €. Là, il n'y a pas d'impact TVA. Parking ville, parking souterrain ascenseur, 354 695, identique également. Là où ça change, ce sont sur les trois lots suivants. Rétrocession espace public, 387 541. Nous passons à 465 049 et rétrocession commerce 745 704 à 894 844. À cela, nous diminuons ce total de la vente et de l'acquisition par VOH de la parcelle de l'ex-librairie à 435 000 €. On retrouve bien nos deux totaux, 1 202 940 jusqu'à ce jour. Et on nous demande donc de régulariser en incluant la TVA pour un montant total de 1 479 589, soit 226 649 € de plus. Mais évidemment, ça a soulevé des questions chez nous. On a tenté de lutter contre cette nouvelle donnée et la ville a demandé confirmation à la Direction générale des finances publiques qui confirme que la qualité d'opérateur économique de VOH placé dans le champ de la TVA implique que ces opérations soient soumises à TVA. Et le fait que la collectivité locale, la ville, ne soit pas un opérateur économique, comme lui, ne détermine pas l'application, pas de TVA. La DGFiP a précisé que la TVA qui sera supportée par la ville lors des rétrocessions pourrait lui ouvrir droit à récupération. Donc sur cette plus-value de 226 000 €, on récupère une bonne partie du montant. Par quel moyen? Par le FCTVA.
pour ce qui concerne les espaces publics, dépenses d'investissement grevées de TVA non réalisées pour une activité soumise à TVA, c'est un peu technique, hein, via la voie fiscale pour ce qui concerne les locaux commerciaux dans la mesure où ceux-ci seront eux-mêmes assujettis à la TVA. La location de locaux aménagés à usage professionnel est soumise de droit à la TVA, alors que la location de locaux nus à usage professionnel est soumise à TVA sur option exercée par la collectivité. Précisons que, pour précision, la TVA supportée sur la participation de la ville, due à la densité moins forte du projet demandé par la ville, le parking souterrain, l'ascenseur, n'ouvre pas droit à récupération s'agissant d'une subvention. Donc, compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, une nouvelle délibération est nécessaire afin de porter la contribution totale de la ville à hauteur de 1 479 589. Donc, c'est assez compliqué. En gros, une bonne partie de l'opération subit la TVA et évidemment, Valoise Habitat nous l'a fait payer. Sur une partie de ce chiffre, donc, une partie sera récupérée via la voie fiscale ou via le fonds de compensation de la TVA. Le montant exact, je peux pas vous le donner. Je pense pas qu'on l'ait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est des grosses sommes. Hein. C'est pas des bonnes nouvelles à chaque fois. Ça complexifie. C'est du temps à chaque fois, du temps de travail, des questions. Pas de questions particulières, sachant que vous voyez quand même, je rajouterai que dans le tableau que vous avez, il y a la rétrocession commerce qui est un chiffre très 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 important. 745, 704 hors taxe pour récupérer les surfaces commerciales. À ce jour, la décision n'est pas encore ferme et définitive, mais il est possible que si financièrement c'est trop lourd, que la commune ne fasse pas l'acquisition de ces commerces et finalement ce soit le preneur qui achète sa surface commerciale, sachant que certains ont des projets, mais ils souhaitent acquérir la propriété foncière du local, quoi. Donc ce montant sera appelé encore à évoluer. Je porte aux voix ou vous avez des questions? Eh bien, qui approuve ce point, donc l'intégration de la TVA dans le projet global rétrocession gendarmerie? Qui approuve? Qui s'abstient? 2 abstentions, 3 abstentions. Qui est contre? Donc, 3 abstentions. Le reste pour. Merci à vous. Point 3. Je passe la parole à Roger sur la cession de l'ancienne balayeuse. La balayeuse a été acquise en 2010 pour environ 100 000 €. À l'issue des 5 premières années, les coûts d'entretien réguliers sont devenus des réparations onéreuses sur les parties hydrauliques et un moteur défaillant. Peu adapté au nettoyage intra-urbain, comprenant des places de stationnement angulaires, obligeant une intervention manuelle, il a été convenu de la remplacer, d'autant que la commune ne disposait plus d'agents formés pour la conduire. Plusieurs modèles ont été présentés. Un d'occasion a été retenu d'une valeur de 40 000 €. Compte tenu du caractère de la vente qui, selon le fournisseur, est incompatible avec une offre de reprise, seul le prestataire qui en faisait l'entretien annuel a présenté une offre de rachat à 8 000 €. La ville a décliné cette proposition, préférant la vendre au plus offrant. Une annonce fut mise en ligne sur un site d'enchères, Agora, sur lequel la meilleure offre n'a atteint que la moitié de notre estimation, soit 10 000 €. Indépendamment de cette mise en ligne, la ville de Gisors intéressée a fait une offre de 20 000 €, laquelle a été acceptée. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à céder l'ancienne balayeuse de la commune à la ville de Gisors au prix de 20 000 €, montant qui avait été estimé par les services techniques. Voilà, donc une balayeuse qui a maintenant 2010, hein, donc 13 ans. Sachez que c'est des engins qui sont ultra fragiles.
Les pièces d'usure sont à changer souvent, parce que par définition, c'est des frottements, c'est des balais, c'est des trucs métalliques pour débroussailler un petit peu. Donc elle était très grosse et devenait très très coûteuse en carburant et en entretien et en pièces détachées. Donc nous souhaitions nous en débarrasser, ce qui a été fait. On souhaitait la vendre aux alentours de 20 000 € au départ. Oui. Donc la ville de Gisors nous en propose 20 000 €, ce qui nous convient très bien. Et une beaucoup plus petite a été acquise il y a quelques mois. En occasion, c'était le matériel de démonstration de l'entreprise qui la vendait. Donc très peu de kilomètres, mais effectivement d'occasion. Elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus facile à manier et beaucoup plus adaptée à notre linéaire. Elle peut passer sur les trottoirs. Nos trottoirs, Dieu sait s'ils sont étroits. Mais elle peut débroussailler, c'est très efficace, et elle peut également se faufiler entre les voitures pour un meilleur nettoyage des rigoles et des rues. Elle a quand même des inconvénients, donc on l'a acquis sachant son inconvénient principal qui était son petit réservoir, du coup, forcément, puisqu'elle est de taille inférieure, et qu'elle a un conduit d'aspiration qui a tendance à se boucher assez régulièrement par les canettes de coca, ce genre de choses. Ce qui oblige les agents à retourner au centre, ou bien pour vider le réservoir qui est plein assez vite, surtout en période de feuilles qui tombent ou de conduits bouchés. Donc on se donne une petite année pour voir si elle est adaptée et on avisera par la suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la balayeuse? Oui. Oui, l'autre balayeuse était partagée entre des villes. Est-ce que c'est le même cas ou pas pour celle-ci? Non, avec l'ancienne balayeuse, une convention existait avec Agnières, c'est ça. Où elle y allait une fois tous les 15 jours. Cette convention n'existe plus, d'abord parce que nous n'avons plus les chauffeurs qui sont plus sur la ville, donc on ne pouvait plus respecter la convention. Et puis la vente de la balayeuse a mis fin à la convention. D'accord. Donc cette petite balayeuse n'est pour l'instant que sur Viarmes. Oui. Le projet d'achat, il y avait eu un moment un projet d'achat mutuel par la communauté de communes. C'est tombé à l'eau. Mais quand il est sorti il n'y a pas longtemps, ce projet-là. Bah, je sais que ça avait été discuté. Oui, mais c'est assez récent. Et nous, on l'avait déjà acquis. Okay. On l'avait déjà acquis. Et puis c'est un sujet qui revient très régulièrement à l'Interco et on a du mal à prendre les décisions parce que c'est pas fait pour circuler sur la route, si tu veux. Donc si elle est intercommunale pour aller de Marie en France à Viarmes à 20 ou 30 km/h, c'est très consommateur en carburant, c'est beaucoup d'usure, donc c'est un projet qui, je ne sais pas où il en est, mais on en parle depuis longtemps à l'Interco, il n'a à cette heure toujours pas abouti. Oui. On porte au voix, Roger ? Qui est contre? Abstention? Qui est pour? Merci. Merci Roger. Unanimité? Unanimité, j'ai pas fait attention. Merci. Point numéro 4, SICTUB. Donc notre syndicat de gestion des eaux usées. Je passe la parole à Daniel pour le bilan d'activité 2021 du fonctionnement du syndicat. Oui, le premier point, donc numéro 4, concerne, disons, les interventions du SICTUB au niveau de la commune de Viarmes. Donc, vous devez savoir que le linéaire total de canalisation en eau usée est de pratiquement 23 km sur la commune. Ces 23 km donc, sont entretenus par le syndicat le SICTUB, qui a réalisé au cours de l'année 2021 donc pratiquement 10 km de curage par rapport, disons, au réseau. Le SICTUB a réalisé également un linéaire d'inspection télévisée. Donc ce sont des caméras qui passent dans des canalisations pour voir l'état des canalisations. Donc 5 km ont été inspectés en inspection télévisée. Nous avons réalisé également 70 curages au niveau des branchements et 22 inspections télévisées au niveau des branchements. Voilà.
Les interventions d'urgence au cours de l'année 2021 se montent à 13 interventions d'urgence. Et dans les 13 interventions d'urgence, 1, 2, 3, 4, 5 ont été réalisées rue du Moncel, où effectivement il nous avait été signalé, Madame Grasse, quelquefois des odeurs. Elle n'entend pas. Comment ? Voilà, effectivement. Donc en fait, ce sont des colmatages de réseaux qui proviennent de branchements non conformes où des eaux pluviales, notamment des grilles de cours, etc., sont envoyées dans le réseau d'eau usée, ce qui est complètement illégal, et on fait des contrôles en conséquence. Donc 13 unités. Ensuite, au niveau des travaux sur des réseaux, pour des petites réparations, le SICTUB a investi sur le territoire de la commune de Viarmes 61 189 € pour différents travaux, notamment sur des affaissements de voiries ruelle des Paniers pour 11 000 €, les réhabilitations des regards sur le chantier de la République avant que la rue soit refaite pour 13 000 €, également des remplacements de tampons avec le logo SICTUB pour 12 000 € et réparation des embranchements sur ruelle du Douer et rue de la Fontaine d'Amour, également des interventions avant réfection de la voirie. Bon, tout ça, ce sont à hauteur de 61 189 €. Le SICTUB a réalisé également 159 contrôles de conformité et est intervenu sur 42 documents d'urbanisme, puisque le service urbanisme consulte le SICTUB pour savoir la conformité et la faisabilité des raccordements sur le réseau d'eau usée lorsqu'il y a des permis de construire. Nous avons réalisé également 12 enquêtes de branchement pour savoir si les branchements étaient conformes ou non conformes, et également des 4 contrôles sur des assainissements non collectifs. L'assainissement non collectif, c'est ce qu'on appelle des fosses septiques, etc., avec des épandages. Voilà un petit peu ce qui a été fait donc en 2021 sur le territoire de Viarmes par le syndicat d'assainissement. Voilà, donc ça c'était le point numéro 4. Alors je ne sais pas s'il y a une délibération, il y a une prise en compte, c'est tout ? Oui, on prend acte du rapport, il n'y a pas de vote. Voilà. Je te laisse la parole pour le point suivant, Daniel. Alors le point suivant, voilà. Donc là, il s'agit effectivement d'un rapport sur la station d'épuration et sur le périmètre du SICTUB dans sa totalité. Donc la population totale desservie et assainie par la station d'épuration d'Asnières-sur-Oise est de 56 184 habitants. Le nombre de branchements sur le territoire est de 18 000. Le nombre d'abonnements, 19 000, ça c'est le nombre de clients, le nombre de factures donc émises, donc 19 413. Alors évidemment, ça c'est en mettre en relation avec les 56 000. Ça veut dire qu'il y a 3,5 habitants par facture, à peu près. Le nombre de contrôles réalisés 31 et le nombre de contrôles de séparation pour la bonne séparation EUEP, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les eaux usées et les eaux pluviales, 1309. Au niveau des curages du réseau, l'objectif est de réaliser 20% du linéaire, donc des 50... j'ai pas le linéaire. Les 20% du linéaire est curé chaque année et on passe en ITV, en inspection télévisée, 8% du linéaire sur la totalité du réseau. Alors vous voyez la courbe qui est présentée là, la courbe qui est au-dessus, c'est ce qui est réalisé. Donc on va au-delà des objectifs puisqu'on fait plus que 20% et on fait plus que 8%. Voilà. Le slide suivant,
c'est le marché des prestations de services, le titulaire est Suez, et le montant annuel de la partie transport, c'est 754 000 € hors taxe. Et vous avez sur le slide suivant, voilà, alors on voit pas bien là, vous avez la totalité des 22 communes du SICTUB actuellement, il y en a plus maintenant, mais en 2021, voilà. Et Viarme donc est sur la deuxième rangée, tout à fait à droite. Et vous avez le linéaire de curage qui est à hauteur de 9000, près de 10 km. Et le linéaire d'inspection télévisée qui est sur la slide suivante est de 5000 km d'inspection télévisée. Ça, c'est le... Voilà, linéaire ITV, c'est ça. Donc, Viarme est toujours en bas à droite. Donc, on a eu 5000 km d'inspection télévisée, soit 16%. Tout à l'heure, je vous disais effectivement que l'objectif, c'est de faire 8% sur la totalité du réseau. Là, en fait, on s'aperçoit qu'on a été bien au-delà parce qu'on a eu 16% d'inspection télévisée. Ça vient du fait que... on est obligé quelquefois de faire des inspections télévisées non prévues parce qu'en fait, soit les communes, soit le département procèdent à des réfections de voirie et que obligatoirement, quand il y a réfection de voirie, on contrôle les réseaux qui sont dans le sous-sol de façon à ce que s'il y a des interventions de réparation ou de changement de réseau, on intervienne avant effectivement de refaire les voiries. Donc on est toujours un petit peu sollicité et donc voilà. Le slide suivant, le marché des prestations de services, donc intervention d'urgence, on voit qu'on confirme les chiffres que je vous ai donnés précédemment, c'est-à-dire que là on a eu 13 interventions d'urgence et là vous voyez un petit peu sur la totalité des 22 communes. Le vert, c'est l'année 2020 et le bleu, c'est l'année 2021. Voilà. Donc, on a eu en totalité 60 interventions d'urgence en 2021. Au niveau du marché d'exploitation, le nombre de points noirs, c'est-à-dire là où il y a souvent des interventions, où il y a des débordements, etc., le nombre de points noirs sont au nombre de 36. Alors on essaye tous les ans, effectivement, d'éliminer le maximum de points noirs de façon à avoir le moins d'interventions possible, mais malgré tout, il en subsiste toujours. Le nombre d'interventions d'urgence, donc collecteur et branchement, a été de 60. Pour les postes de relevage. Les postes de relevage, c'est des postes en fait qui, à partir d'un point bas d'une canalisation, remontent les eaux usées pour les remettre en point haut, pour de nouveau avoir, disons, un écoulement gravitaire. Donc au niveau des postes de relevage, nombre de maintenance 97 en maintenance légère, nombre de maintenance lourde 6. Et alors on a constaté 2420 mètres cubes de déversement au milieu naturel. Déversement au milieu naturel, ça veut dire que lorsqu'il y a des débordements, soit de postes de relevage, parce qu'en fait il y a un colmatage en aval, et donc on a effectivement un afflux d'eau qui fait que les ouvrages ne sont pas suffisants pour évacuer les eaux usées, et on a des débordements, tant quelquefois au niveau des tampons qui se soulèvent, et là les eaux usées elles sont épandues dans le milieu naturel, et donc là on déplore 2420 mètres cubes donc de déversement au milieu naturel. C'est important ça parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un déversement au milieu naturel, on est obligé de signaler ça à la police de l'eau qui nous met à un mauvais point. Voilà. Au niveau des sous-produits et des déchets, au niveau des curages, des pompasses, des postes de relevage, on extrait donc par an 244 tonnes.
Le nettoyage des paniers de dégrillage, 18 tonnes. Le curage pour les pompages des réseaux d'eau usée. Quand on fait des curages, automatiquement, il y a des dépôts qu'on récupère. Là, on récupère 116 tonnes. Au niveau des pompages pour des siphons, il y a quelquefois des canalisations qui font des siphons. On extrait donc 15 tonnes et le nettoyage du bassin d'orage qui est situé à la station et qui sert en cas d'apport d'eau trop important suite à des précipitations pluviales. Alors, le réseau du CITEUB est un réseau séparatif, c'est-à-dire que normalement, on ne doit pas avoir d'eau pluviale dans les eaux usées, mais en fait, on constate que en régime de précipitations météorologiques fortes, il y a un afflux d'eau qui arrive à la station et on ne peut pas, dans la continuité, on ne peut pas traiter cet apport d'eau qui est en volume trop important. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on le stocke dans un bassin d'orage qui est situé donc sur la station d'épuration d'Asnières-sur-Oise. Et après que l'épisode pluvieux se soit passé et qu'on est revenu à un débit plus normal, on repompe l'eau usée qu'on a stockée dans le bassin d'orage, on le repompe et on le repasse, disons, dans la filière d'assainissement. Voilà. Et donc tous ces curages et tous ces nettoyages en fait que nous récupérons par an 403 tonnes, enfin en 2021 on a récupéré 403 tonnes de déchets divers, de boue, etc. La slide suivante, donc le marché de prestation de services pour un montant annuel de 595 000, sans intervention de réparation pour un montant de 584 000, et pour un marché que l'on avait passé de 587 000. C'est-à-dire qu'on est légèrement en deçà. On passe à un marché potentiel de 587 000 euros, même 588 000 euros par an. Et à partir de ce marché annuel, eh bien, on lance des ordres de service en fonction des interventions que l'on doit faire dans telle partie du réseau ou telle autre partie du réseau. Voilà. Le slide suivant. Alors, quelque chose que l'on a lancé il y a déjà il y a plus d'un an, un an et demi, voire 2 ans, c'est les schémas directeurs d'assainissement que l'on réalise pour la totalité des 22 communes de l'Oise et du Val d'Oise, dont Viarmes bien sûr en particulier. Le schéma directeur d'assainissement, c'est un document qui est associé au PLU et qui définit par commune la zone couverte par l'assainissement collectif, les zones définies comme assainissement non collectif, c'est-à-dire fosse septique, etc., mais qui définit aussi, qui fait une étude pour savoir là où sont les points noirs, disons, là où on a des apports d'eau parasite météorologique, par exemple. Donc c'est le SDA. Alors on est en cours d'élaboration de ce SDA, on est dans la phase terminale, c'est-à-dire qu'en fait la commune de Viarmes a été plusieurs fois consultée et pour donner son avis sur l'état du... Parce qu'en fait on travaille en étroite collaboration avec le service urbanisme, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ça définit des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif. Voilà. Et ce schéma directeur d'assainissement, en fait, lorsqu'il sera complètement terminé pour la totalité du territoire des 22 communes, définira des points sensibles là où le CITEUB doit intervenir pour contrôler des rejets non conformes pour éviter justement cet apport d'eau pluviale. Voilà. Donc les SDA, donc la phase 2 est achevée et on est en phase 3, donc dans la phase terminale pour la totalité des communes. Voilà. Après, vous allez voir des photos, mais on peut passer rapidement. Voilà, il y a des photos de travaux qu'on réalise. Voilà, tu peux passer rapidement maintenant, Maxime. Voilà.
C'est bon, Daniel, ou tu... Pardon ? C'est tout bon? Oui, c'est bon. Alors après, il y a le rapport, mais alors ça, à la fin, le service public d'assainissement pour l'assainissement non collectif, donc ce que je vous disais tout à l'heure là pour les fosses septiques. Donc en fait, le SICTEUB a donc la compétence de contrôler la totalité des équipements en non collectif. En 2021, on a fait 5 contrôles de conception, 2 contrôles d'exécution, 10 diagnostics d'installations existantes, et le financement de ce service est fait par le paiement par les bénéficiaires de ces contrôles d'une facture de 120 €, quelque chose comme ça. Voilà. Bien. Alors, indépendamment de ce rapport-là, si vous voulez, je peux vous donner des informations concernant la vie du SICTEUB dans son évolution. Alors, en 2020, ce syndicat comportait 21 communes, 14 du Val d'Oise et 7 de l'Oise. Et depuis 2020, donc, se sont rattachées les communes de Bellois en France, Épinay-Champlâtreux, et depuis le 1er janvier 2023, donc hier, voilà, la commune de La Morlaye est maintenant rattachée, disons, au SICTEUB. Alors, au sujet de la commune de La Morlaye, cette commune actuellement est assainie par une station autonome, complètement obsolète au niveau du traitement et hors norme. Donc, le SICTEUB va réaliser le raccordement de cette commune sur le collecteur de la vallée de la Tève qui passe dans le bois de l'Institut de France en amont de Bayonne. Et ensuite, lorsque le raccordement de la commune de La Morlaye sera fait sur ce collecteur, eh bien, il faudra procéder à la déconstruction de la station actuelle. Alors, une précision que je vous donne est une précision importante, c'est que la totalité, c'était une condition impérative pour accepter, disons, l'intégration de La Morlaye dans le SICTEUB, c'est-à-dire que tous les travaux concernant le raccordement de La Morlaye, y compris la déconstruction de la station, seront payés en totalité par la taxe d'assainissement réglée par les habitants de La Morlaye. C'est-à-dire que ça n'aura pas d'influence et d'impact sur les communes historiques du SICTEUB, puisque c'est un apport. Voilà. Au niveau des objectifs actuellement, au niveau du SICTEUB, c'est la prise de compétence des eaux pluviales. Alors, c'est déjà réalisé pour les 4 communes de la communauté d'agglomération de Roissy, c'est-à-dire Fos, Marly, Surveillé, Saint-Vits. Nous venons de récupérer la compétence eau pluviale pour 2 communes, Mortefontaine et Plailly. L'USARCH devrait nous transférer la compétence et nous sommes en train de faire une étude pour proposer à la totalité des communes de reprendre cette compétence. Une première présentation a été faite, mais qui n'était pas satisfaisante, c'était une ébauche, disons. Une nouvelle étude est faite qui sera présentée d'ici mois d'avril, je crois, pour permettre effectivement une prise de décision individuellement, commune par commune, de transférer ou non cette compétence. Le deuxième objectif actuellement du SICTEUB, c'est, après plus d'1 an de bras de fer avec l'architecte des bâtiments de France, nous avons obtenu un avis positif de la commission des sites pour l'installation de panneaux photovoltaïques qui nous permettra, suivant les estimations, de produire environ 36% de notre consommation électrique pour nos besoins propres. Alors, je peux dire que ça n'a pas été tout simple et que l'accord de l'architecte des bâtiments de France, on peut dire un grand merci à la secrétaire générale de la préfecture, parce qu'en fait, c'est elle qui a poussé la décision de l'architecte des bâtiments de France, non pas pour opposer un refus, ce que fait l'architecte des bâtiments de France, quand on propose un dossier, et Hugues, tu dois être bien, hein, je te regarde parce que tu es bien dans le coup, non pas d'opposer un refus, mais de dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, mais vous pouvez faire quelque chose pour que je sois d'accord. Et c'est dans ce sens-là où la secrétaire de la préfecture nous a donné une grande aide, effectivement.
Le troisième objectif actuellement du SICTUB, c'est la réutilisation des eaux usées pour usage domestique. 3 millions de mètres cubes sont annuellement déversés dans l'Oise. Donc ces 3 millions de mètres cubes ne sont pas exploitables pour des usages domestiques, voire agricoles ou industriels. Il faut faire un complément de traitement. Donc c'est actuellement ce que nous avons en objectif au niveau du SICTUB. Simplement pour dire que le SICTUB est la seule station d'épuration Île-de-France à s'engager dans cette voie-là, et l'une des premières en France, et que ce matin encore, j'étais en réunion avec les autorités de l'Agence régionale de santé, les autorités de la préfecture, et qu'en fait, c'est un travail que l'on va faire en concertation, parce que si bien pour les autorités préfectorales que pour nous, ou que pour l'ARS, c'est une première et un petit peu une expérience qui pourrait être appliquée et validée après sur la totalité du territoire, voire national. Voilà. Et puis le quatrième objectif qui est en cours des négociations, c'est l'absorption par le SICTUB du SICTEUV. Le SICTEUV, c'est le syndicat d'assainissement de la vallée de la Nonette, qui regroupe Gouvieux, Chantilly, Avilly, Saint-Léonard et Apremont. Et l'objectif, c'est d'absorber le SICTEUV au SICTUB dans l'année 2024. Voilà. J'ai fini. Donc d'autres villes seraient connectées jusqu'à Saint-Léonard, Chantilly seraient connectées au SICTUB. Pardon ? Si tu absorbes le syndicat. Il serait connecté au SICTUB ? Non, il ne serait pas connecté. Non, il ne serait pas connecté, parce qu'en fait, là, la station de Gouvieux, qui est relativement récente, elle est bonne. En fait, c'est le SICTUB qui prendrait la gestion et l'exploitation. Voilà. Mais la station resterait. De même que on pourrait peut-être à terme reprendre la station d'épuration de Bellois en France, par exemple. Voilà. Une précision aussi, c'est qu'avant d'admettre la commune de Lamorlaye pour traiter les eaux usées de Lamorlaye, on a fait une étude de capacité pour savoir si le volume d'eau usée en provenance de Lamorlaye était compatible avec les réserves de traitement que nous avions sur le SICTUB, en prenant en compte, à terme, le raccordement de Saint-Martin-du-Tertre. Ils ont une station autonome à Saint-Martin-du-Tertre et techniquement, on peut penser que les eaux usées de Saint-Martin-du-Tertre, à terme, viendront sur Viarme pour être traitées voilà. Encore faut-il que nos tuyaux puissent recevoir les eaux usées de Saint-Martin. À condition que les tuyaux qui passent dans la rue de Paris soient suffisamment importants. Et ça, c'est un autre... Et ça, c'est pas gagné. Dans tous les cas, lorsque on va travailler sur la rue de Paris, dans tous les cas, il faudra refaire le réseau d'assainissement rue de Paris. Hein. Mais c'était compliqué pour l'avenue Clémenceau avec les travaux qu'on a fait. Ces réflexions d'évolution du syndicat qui récupérerait les eaux de Saint-Martin expliquent aussi pourquoi le jour où la rue de Paris rentrera en rénovation, ce sera un énorme chantier, parce que sur tout le linéaire rue de Paris, il passe rue de Paris le linéaire de Ouizé. Si tout le linéaire doit être changé pour un dimensionnement plus important, c'est long. Parce qu'il n'y aura pas que ça à en prendre en compte, il y aura aussi, disons, les constructions qui seront réalisées rue de Paris, qui vont aussi faire un apport. Qui vont modifier tout ça. Hein, voilà. Très bien. Tu as fini, Daniel ? Pour ça, oui. Je reviendrai vers toi ensuite. Nous prenons acte de ton rapport qui n'appelle pas le vote. L'ordre du jour qui était court cette fois-ci est terminé. Ce ne sera pas le cas sur les 2 prochains conseils qui seront nettement plus chargés et étoffés en points. Alors, je vais répondre aux questions qui m'ont été transmises par le groupe d'opposition et ensuite je passerai la parole. Il y a pas mal de choses à dire sur la thermographie, sur les hivernales. Grace, tu as dû dire un mot aussi tout à l'heure. Et puis Pascal aussi, Valérie, si c'est nécessaire. Alors, la première question qui m'a été posée revient à nouveau sur le foyer du collège Blaise Pascal. J'avais
dit la dernière fois que ce n'était pas un sujet qui concernait le conseil municipal, donc je le redis. Donc je reviens encore, je réponds à cette question-là, je ne répondrai plus après sur le syndicat qui ne concerne pas, qui est un organisme souverain et qui ne concerne pas le conseil municipal. Donc là, je réponds pour la dernière fois à votre question sur ce sujet. Alors l'énoncé de votre question, suite à la réunion avec le syndicat du collège, les élus ont décidé à la majorité de maintenir le poste d'un agent au foyer, ce qui n'était pas ma position. Nous sommes étonnés de ne pas avoir vu d'annonce de recrutement sur le site de la mairie malgré son départ à la retraite à la fin du mois de janvier. Comme cet agent est sous la direction de la directrice générale de Viarme, Muriel est ici présente, qu'en est-il à ce jour? Donc non, l'agent qui est en place, mis à disposition du foyer, n'est pas sous la responsabilité de la mairie. Je vous répète que c'est un syndicat autonome qui n'est pas municipal. Et le travail que faisait Muriel pour cet agent est un travail bénévole. Donc elle n'est pas juridiquement sous la responsabilité de Muriel. Pour le recrutement, Sarah, vous avez eu une réunion il y a quelques jours avec 2-3 membres du syndicat. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, il est ressorti que nous nous sommes rencontrés lundi, exactement, lundi soir. Nous avons eu une réunion et nous avons préparé la fiche de poste. Voilà. Cette fiche de poste sera mise sur le CIG. CIG, je ne me trompe pas, voilà, sur le CIG et aussi à Pôle emploi à Persan. Parce que c'est le plus et on pourra le mettre sur le site de la ville aussi d'ailleurs. Hein. Ah, peut-être dans le site. On n'a pas parlé des sites de nos villes respectives, mais. Messugy, Noisy, Viarme. Oui, on peut aussi, oui, bien sûr. Mais ça, on ne l'a pas encore évoqué. Enfin, on n'a pas évoqué le site de nos mairies. Voilà, je précise. Voilà sur ce sujet. L'EHPAD, deuxième question concernant donc la barre de l'EHPAD actuelle. Une fois le déménagement de l'EHPAD effectué et en attendant sa démolition, pouvez-vous nous expliquer qui occupera ce bâtiment après le départ de nos anciens? Donc le départ qui maintenant se situe aux alentours de mai, d'après ce que je peux avoir, d'après ce que j'ai pu entendre aujourd'hui. Donc le départ des résidents actuels vers le nouvel EHPAD. J'ai eu M. Isard qui m'a dit effectivement plutôt fin avril, quelque chose comme ça. Oui, jusqu'à notre dernière réunion d'adjoints, il était prévu de grosses ambitions sur le secteur et de raser la barre de l'EHPAD pour refaire une RPA neuve, une maison médicale et tout un secteur pas très dense, mais immobilier basé sur le senior. Il faut bien constater que la situation actuelle, d'abord le temps pour faire avancer les dossiers sont extrêmement longs et la situation actuelle d'envoler des prix, de complexité pour trouver des entreprises remet le métier sur l'ouvrage et il faut revoir nos positions qui sont un peu moins ambitieuses, c'est-à-dire qu'on se dirige plutôt maintenant vers un maintien de la barre de l'EHPAD qui recevrait, parce que ça reste à confirmer on va recevoir bientôt des spécialistes sur ce sujet qui recevraient donc tout ce qui est médical au niveau de la barre de l'ancienne EHPAD. Ce qui implique, donc, ce qui est important, c'est qu'on avance sur ce problème de maison médicale parce qu'on sait que dans 4 à 5 ans, on n'aura plus aucun médecin sur Viarme. Donc c'est quelque chose qui devient maintenant très urgent. Et si on inclut le projet maison médicale dans tout le projet EHPAD, y compris la destruction et la reconstruction, je me fais plus d'illusions après 3 ans de poste, ça sera jamais sorti à temps. Donc et puis tout flambe, tout ce qu'on fait flambe. On parlera du 21 rue de Paris tout à l'heure, les prix flambent également. Donc on est obligé de revoir à la baisse nos ambitions. On pourra visiblement pas tenir ni les délais, mais ça encore c'est pas grave, que ce soit nous ou d'autres qui le fassent, c'est pas bien grave, mais surtout les tarifs. Donc, ça ne remet pas en cause l'origine, le sujet de votre question. À partir du moment où l'EHPAD s'en va au mois de mai, que fait-on de cette barre qui ne serait donc pas détruite? C'est très grand. Et, alors, j'ai toujours pas vu les plans, mais on doit être aux alentours de 800 mètres carrés par niveau. Il y a 3 niveaux. On a une discussion pour y mettre probablement momentanément pour une certaine période l'école de musique municipale qui, elle, devrait
partir de où elle est en ce moment, rue Eugène Lerre, puisque le tiers-lieu avance bien. Et quand le tiers-lieu va ouvrir, il faudra que l'école municipale de musique laisse la place. Parce que ce n'est pas tellement compatible des bureaux avec des gens qui travaillent et des exercices des cours de percussion ou de chant. Donc, alors il y a la barre de l'EHPAD, mais il y a aussi la maison de maître, qui pourrait aussi recevoir l'école municipale de musique. Enfin, on en a parlé la semaine dernière avec la directrice. Ils n'auront pas besoin de toute façon de tout le volume. Donc ce qu'on fait du reste, pour l'instant, des associations, des répétitions pour le théâtre, je ne sais pas, un tas de choses, enfin rien de... Entre le moment où les résidents partiront et le moment où on entrera dans le vif du sujet sur le projet médical, voilà, on a ici un certain nombre de centaines de mètres carrés qu'on pourra mettre à disposition des associations, de l'école de musique ou d'autres. Il n'y a pas plus de... La microfolie, ça c'est ensuite dans la maison de maître, oui. Mais qui ne prendra pas toute la maison. La maison est grande aussi. Une microfolie, c'est 50-60 mètres carrés. Le 21 rue de Paris, donc la friche, vous avez vu qu'elle est rentrée en travaux depuis maintenant une dizaine de jours. Alors, la question porte sur le nombre d'entreprises qui ont participé à l'appel d'offres concernant les travaux. Alors, il y a celles qui ont répondu. Alors, celles qui ont 21 entreprises en intégrant tous les lots. Hein. Il y en avait 1, 2, 3 et 4 ou 5 lots. 21 entreprises ont retiré le dossier, donc se sont intéressées au sujet, et 4 ont répondu. Sur 7 lots, lesquels ont répondu, Muriel ? Un, 2, 3, 4, 5. Mais oui, mais tous les lots ont été pourvus. Voilà, donc pour le lot démolition, lot 1 et 2, démolition, ravalement, on l'a évoqué tout à l'heure dans les décisions, c'est l'entreprise Accolade de Viarme. Pour la couverture, c'est l'entreprise Actif. Pour la menuiserie extérieure, l'entreprise Lefort. Pour le second œuvre, l'entreprise Fernucci. Pour la plomberie, clim thermique. Et pour l'électricité, JS Elec. Quelle conformité est obligatoire pour que la commune installe un restaurant et plus précisément une pizzeria à cette adresse, compte tenu du restaurant Urban Pizza qui est accolé? Donc, pas de... On a cherché, sauf si vous avez vous des documents, mais il n'y a aucune réglementation qui existe. La concurrence est libre et c'est heureux pour les commerces de cette taille-là en France. Donc, aucun problème pour que 2 pizzerias s'installent l'une à côté de l'autre. D'autant que vous revenez en disant que c'est une pizzeria à cette adresse, mais ce n'est pas une pizzeria à cette adresse. On a rencontré aujourd'hui le preneur qui, d'ailleurs, nous confirmera la possibilité pour lui de s'installer là d'ici un mois et demi, parce qu'il va rencontrer Initiative 95 qui est un organisme de juristes, de comptables dont la vocation est d'aider les créations d'entreprises. Il va les rencontrer, il va rencontrer les banques et à fin février, il nous dira si le sujet est portable pour lui. Pour l'instant, il est très intéressé. Si ce n'est pas le cas, s'il se désiste pour une raison ou pour une autre, alors on pourra lancer éventuellement un appel à projet pour des gens qui seraient intéressés, sachant que ça ne court pas les rues, les gens qui sont intéressés pour l'instant, vu la configuration de notre centre-ville. Donc ça n'est pas une pizzeria, c'est un traiteur italien qui nous l'a confirmé aujourd'hui, donc qui fera évidemment de la pizza, mais qui fera aussi beaucoup de plats italiens. Son père est déjà en train de mettre toutes les recettes au point, et avec une salle de restaurant au premier étage où les gens prendront leurs plats ou l'emporteront chez eux, ou bien monteront manger au-dessus à midi, et le soir un service à table. Voilà pour le 21 rue de Paris. Pour les bornes informatiques... Est-ce que je peux vous poser une petite question ? Oui, oui. Au sujet du 21 rue de Paris, vous n'avez pas eu une proposition pour un restaurant japonais ? Non. Ah non, aucune. Je ne suis pas au courant, c'est la première fois que j'en entends parler. Je sais pas, Didier, il est où Didier ? Didier ? Non, pas de demande. Vous avez une trace écrite de quelqu'un qui nous aurait envoyé une demande ? Vous avez quelque chose ? Oui, tout à fait. J'ai pas reçu, pas au courant, rien du tout. Bah, ça va revenir alors. Qui reviennent. Alors là, comme il n'y a pas de réglementation particulière et qu'on a trouvé un Viremois qui est très intéressé
On va jusqu'au bout du projet avec lui, évidemment, parce qu'il est déjà venu avec son cuisiniste sur le site une fois ou deux. Et en fonction de ce qu'il nous dira, s'il donne suite, il donne suite. S'il ne donne pas suite, pourquoi pas, restaurant japonais, c'est une bonne idée. Les bornes informatiques, mairie, bibliothèque, enfin, si vous pouvez nous transmettre le mail de cette personne qui nous aurait contacté, hein, Laurence, si vous pouvez nous transmettre le mail de cette personne avec la date d'envoi du mail, comme ça on pourra vérifier pourquoi on ne l'a pas vu. Les bornes informatiques à la mairie, à la bibliothèque, à l'intérieur de l'entrée de la mairie et à l'extérieur devant le 74 rue de Paris. Plusieurs administrés nous interpellent demandant que l'alimentation électrique soit calquée sur l'éclairage public. L'entreprise, c'est l'entreprise Digilor, je crois. Depuis le 2 janvier, je crois aussi, selon ce que Boris m'a dit, ils ont pris la main à distance et c'est déjà le cas. Normalement, ça fonctionne. Depuis le 2 janvier. Si ça ne fonctionne pas, il faut qu'on nous le remonte, mais ça ne fonctionne pas. Donc, a priori, à partir de minuit, ça continue à être allumé. Bon, ils nous ont confirmé aujourd'hui que c'était bien le cas, que ça fonctionnait, donc on remet, on vérifiera. Mais techniquement, ce n'est pas un problème, puisqu'ils prennent la main à distance et ils éteignent. La rénovation des éléments à la Fontaine aux Moines. Le mur étant susceptible de s'écrouler. Cette situation n'est pas récente, certes, mais elle s'aggrave. Enfin, elle s'aggravait. La commune a décidé de le refaire sous la surveillance du responsable des services techniques. 2 entreprises sont intervenues, une seule en l'occurrence, une pour le terrassement et une seule sur la fontaine, qui ne sont pas référencés monuments historiques au risque de perdre cette inscription. Le bâti étant classé, les intervenants devaient prévenir l'État, la DRAC, l'architecte responsable des bâtiments classés, car ce sont ces derniers qui auraient dû surveiller les travaux et conseiller les entreprises. Il semblerait que l'architecte de la DRAC soit passé. Quelles ont été les remarques et quel est le résultat du fait du non-respect de la procédure? Donc oui, j'ai pris sur ma responsabilité, parce que oui, c'est une situation qui durait depuis longtemps, évidemment, mais comme une situation de murs de plusieurs centaines d'années qui ne sont pas entretenus, où il n'y a pas de chapeau au-dessus et qui prennent l'humidité, c'est un vieux problème, mais qui s'aggravait. Donc qui s'aggravait quand je l'ai vu, les pieds dans l'eau et la moitié du mur à gauche de la porte écroulée et l'autre qui penchait, j'ai décidé de lancer les travaux et d'envoyer parallèlement à la DRAC et à l'ABF le courrier pour leur dire qu'on lançait les travaux. C'est pour ça ensuite qu'ils sont venus sur le site en nous tirant les oreilles puisqu'on n'avait pas respecté la procédure, assumé, sans aucun problème là-dessus. Ils ont constaté, mais je crois, Aude n'était pas là, en réunion, Aude était là, donc elle pourra confirmer que les travaux ont été faits dans les règles de l'art, qu'il n'est pas question du tout que la Fontaine aux Moines perde son inscription au monument historique. Monument classé ou inscrit, ça dépend de quoi on parle dans la Fontaine aux Moines. Et puis donc Madame Isabelle Morin-Loutrel de la DRAC nous a envoyé un mail en nous demandant de régulariser la situation et en nous autorisant à terminer les travaux, notamment les petites tuiles à mettre au-dessus pour éviter justement ces infiltrations d'eau. Et voilà où ça en est. Et si, évidemment, l'urgence étant maintenant passée, si on venait au budget 2023 à terminer les 2 murs qui n'ont pas été faits en 2022, évidemment, on passerait par une procédure beaucoup plus classique, d'autant qu'une procédure classique peut amener des subventions. Voilà pour les questions. Je passe la parole à ceux qui ont quelques mots à dire. On va commencer par Grace, qui a quelques mots à dire au nom de la commission communication. Michel Fraioli, maire adjoint délégué à la communication, et les 6 membres de cette commission remercient tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de la cérémonie des vœux, à savoir Boris Lecordier, agent au service communication, la police municipale et les services techniques, si efficaces qu'ils ont même arrêté la pluie au bon moment. Les 3 prestataires et la société Lasermove, sans oublier tous les Viermois, venus en nombre, 350 voire 400 personnes. Merci à tous pour ce succès. Oui, merci à tous. Merci à tous les élus qui étaient autour du maire, puisque je rappelle qu'un maire n'est rien sans son équipe. Je m'en rends compte chaque jour. On a eu beaucoup de chance. Je ne pense pas qu'on reprenne à nouveau le risque, parce qu'on n'a plus de saison. Je pensais qu'en janvier, on aurait un temps sec et froid. Et waouh, c'était plus que limite. Donc, on s'en est bien sorti. Laurence.
Oui, juste une question. Est-ce que les vœux et ton discours en particulier seront en ligne? C'est pas prévu, mais on peut. C'est en ligne? Ah, c'est en ligne, me dit-on. C'est en ligne? C'est en ligne. Super, merci. Merci Boris. C'est tout bon, grâce. Sylvie, si tu nous parlais de thermographie. Alors, pour la thermographie, on a démarché 400 maisons et on a un retour de 103 maisons. Ça se tombe très bien parce que c'est une centaine de maisons que nous comptions instruire sur ce dossier. Et donc, nous allons donc bientôt passer à la deuxième phase. Le thermographe va venir. Alors, on n'a pas les 2 jours précis, mais ça sera fin janvier, début février. Mais dès que j'ai les jours précis, je les préciserai ou sur le tableau, sur le site. Enfin, on fera un maximum de communication pour que les gens soient à peu près informés. Et j'ai des gens qui m'ont déjà prévenu qu'ils ne chauffaient pas un étage. Et j'ai leur mail pour les contacter, pour leur dire quel jour exactement on passe. Voilà, et ensuite il y aura la restitution par la suite. Mais on déposera une information au passage quand on viendra faire les thermographies. On en profitera pour déposer l'information pour la restitution. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, la thermographie, ce qui va se produire dans la ville là? Vous en rappelez? Parce que là, en fait, la thermographie résume le projet. La communauté de communes avait proposé, en partenariat avec France Rénov', un projet de pouvoir proposer aux communes qu'ils souhaitaient, de proposer à leurs habitants un passage pour une thermographie qui revient en gros à 15 € au lieu de 150 €. Voilà. Donc c'est un drone qui va passer au-dessus de certaines maisons, voilà, et qui un va drone qui prend des photos dessus, infrarouge, en façade, et qui permet d'avoir une idée en fait des fuites qu'on peut avoir sur son bâti. Pour les autres Viermois, parce qu'en fait ce serait injuste que tout le monde n'en profite pas, donc à compter, je pense courant mars, quand nous aurons le passage de la source, nous mettrons la proposition d'inscription pour la fin de l'année. Donc les gens auront tout lieu à partir de mars de renvoyer leur inscription avec leur chèque, et nous, on aura aussi une idée comme ça dès septembre du nombre de maisons qui seront concernées, qu'on pourra nous faire passer en conseil municipal, et également l'Interco qui doit être aussi prévenu du nombre de maisons concernées. Voilà, bon là pour 100 maisons, plus les bâtis de Viarmes, il y en aura pour 2 jours, donc normalement, même si on se retrouve avec 200 ou 300 maisons, ça ne prendra pas des jours et des jours. Donc il a besoin qu'il fasse froid pour avoir un gros delta entre l'intérieur et l'extérieur des maisons. C'est pour ça qu'il n'a pas pu le faire avant. Il faut qu'il fasse froid, il faut qu'il y ait un delta de 15 degrés et il faut qu'il n'y ait pas de soleil en fait. Et oui, parce que quand il y a du soleil, ça vient fausser évidemment le rendu. Mais c'est pour ça qu'on fait ça à l'aube. Mais bon, je sais que Sophie m'a dit qu'elle viendrait avec moi, puisque M. Friso, quand il va aller faire les prestations, c'est moi qui vais y aller avec Sophie. Et puis les gens, enfin le retour qu'on a sur d'autres communes, c'est que les gens sont même contents de venir voir la vidéo qu'il est en train de faire, parce qu'en fait il prend des photos, mais au moment où il les prend évidemment, donc je sais que les gens sont intéressés de voir comment ça fonctionne. Il y en a qui ont eu des mauvaises surprises et d'autres qui ont eu des surprises agréables. Donc voilà, nos toitures sont pas si mauvaises apparemment. C'est là qu'on voit que quand on vient de faire changer ces fenêtres, le travail n'a pas été bien fait. Oui, il y a une personne, j'ai su que sur une commune, une personne qui avait refait ses fenêtres 15 jours avant. Et ça fuite partout. Et ça fuite partout. Il est content. Sur la thermographie. Donc au moins, la personne peut retourner voir la personne, voilà, peut montrer que ce qui a été installé n'est pas très efficace, en tout cas. Ça permet aussi ça, hein, donc même des gens... En tout cas, c'est un succès parce que tu as vraiment... J'étais un peu dubitatif sur le nombre de gens. Alors je remercie particulièrement Sophie qui a beaucoup marché. Sophie et Sylvain qui m'ont aidé à faire les distributions des courriers, emboîtage, et Valérie aussi au secrétariat qui a été très très réactive, et Sandrine à l'urbanisme. C'est pour ça que quand on dit que ça ne coûte rien à la mairie, il faut quand même savoir que tous ces agents, enfin, hormis les élus, tous les agents qui ont travaillé, il y en a quand même un certain nombre, et un certain nombre de jours aussi. Voilà, donc il faut aussi en être conscient. Bon, en espérant que le résultat qu'il y ait des travaux qui suivent, parce que l'objectif, comme c'est que les gens rénovent pour éviter les déperditions énergétiques. L'objectif, c'est de fournir une aide aux gens qui voudraient
et puis essayer qu'ils soient encadrés aussi par quelque chose qui ne va pas les mettre en porte-à-faux avec des gens malhonnêtes. Donc le suivi après qu'on va faire, en fait, après derrière, comment on va organiser la réunion et quelles informations on va donner aux gens, c'est important aussi. Voilà. Et originellement, c'était basé sur les secteurs pavillonnaires des années 80-90. Oui, oh non, 70. 70, qui sont ceux qui ont le plus de fuites, semble-t-il. En fait, on est parti de la Mascrée, qui était des lotissements, la Mascrée et le Caboisson, et on a élargi sur les rues autour, en fait. Donc c'est pour ça que... Et pour ceux que ça intéresse, parce que des gens sont frustrés a priori de ne pas être dans le processus, il y aura une deuxième louche. Oui, c'est pour ça. À partir de mars, 2023. tous les Viermois qui voudront participer renverront leur petite inscription. Et nous, on pourra quantifier le nombre de maisons qui sont concernées et les secteurs et rassembler par secteur. Mais évidemment, l'idée, c'est que tout le monde puisse en profiter. Pour les pavillons individuels, après, pour les maisons, le souci qu'on rencontre pour les maisons, par exemple dans la rue de Paris, pourquoi on ne s'est pas attaqué à ces maisons-là? C'est parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs propriétaires dans les maisons et que c'est plus compliqué. Quand quelqu'un habite une seule maison, tout va bien, c'est un propriétaire. Mais quand la personne, sur un immeuble, on a 4 appartements différents, c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas irréalisable. Donc, on verra en mars le nombre de retours qu'on a. Et si on avait des retours sur des maisons individuelles mais collées, on les fera quand même. Je pense qu'elles pourront être faites. Mais c'est juste l'histoire de la situation. Il faut bien imaginer qu'on peut pas, quand on fait le toit et que l'appartement il est là, c'est compliqué, quoi. C'est sûr. Voilà. Bien, merci pour ta présentation, Sylvie. Daniel, pour les hivernales, est-ce que tu as à nous dire? Oui, je voudrais déjà commencer par le tableau dont on nous a fait don. Oui, ouais. qu'on avait évoqué il y a un ou deux conseils. Oui. Et voilà. on refait ça. Alors, comme ça doit être fait. Je vais tout de suite envoyer un grand salut à Madame Planquel, parce que je sais que Madame Planquel, elle suit notre conseil municipal en vidéo. Donc Madame Planquel, je vous souhaite d'abord tous mes voeux. D'ailleurs, je me fais le porte-parole de tout le conseil pour vous souhaiter plein de bonnes choses, disons, pour l'année 2023. Et puis, voilà, je vais vous présenter effectivement le tableau qui a été réalisé par Madame Planquel, c'est un don à la commune et au musée d'histoire locale. Voilà. Et ce tableau, si vous avez la curiosité de le regarder de près, c'est une œuvre remarquable. C'est vraiment un chef-d'œuvre de dentelle et de décoration. Alors, je vais vous dire, ce tableau donc, est intitulé par Madame Planquel « Vue de ma fenêtre », parce que Madame Planquel, en fait, c'est une ancienne Viermoise qui habitait rue Noire, à côté de la salle du théâtre. Du temps de quand elle était à Viarmes, elle était très active au niveau du musée. Elle a fait notamment des costumes, des robes, etc. Et elle a fait aussi des exemplaires de dentelle qui sont toujours exposés d'ailleurs au musée. Donc, au point de vue technique, c'est une broderie dite peinture à l'aiguille, réalisée sur de la soie avec un fil de coton mouliné 6 fils. La dentelle danois ou danoise s'apparente à la dentelle de Bayeux. La différence réside dans l'utilisation de cordonnets ou de fil de lin. La dentelle est réalisée avec du coton égyptien. Le tableau mesure 30 cm sur 35. Il a été réalisé en 2002 pour être terminé en 2003. Et voilà, et il sera donc exposé dans la salle, sans doute la salle Pierre Salvi, au niveau du musée d'histoire locale. Alors, pour les anciens Viermois, sans doute, vous êtes un certain nombre à connaître la rue Clem-Peter, mais la rue Clem-Peter, avant, elle s'appelait la rue aux Fées. Et pourquoi la rue aux Fées? C'est qu'en fait, dans cette rue-là, il y avait énormément de dentelières, et les dentelières, on le disait qu'elles avaient des doigts de fée. D'où le nom de la rue aux Fées, qui a été ensuite débaptisée et... C'est dommage d'ailleurs. Oui, si j'osais, je dirais que ce serait dommage. Ma façon de faire injure voilà. Et au nom de Clem-Peter, je ne connais pas l'histoire, c'est dommage. Ce que je peux vous dire, c'est que Madame Planquel aurait eu sa place effectivement dans la rue aux Fées, parce que je crois qu'effectivement, elle a de véritables doigts de fée.
Et on peut, je crois, tous, au niveau du conseil municipal, la remercier par ce don. Regardez très attentivement, disons, la qualité de la broderie. C'est une œuvre remarquable. Merci Madame Planquel, et félicitations. Merci à elle. Bien, je peux vous parler des hivernales maintenant? Vas-y. Voilà. Alors, les hivernales, alors vous connaissez bien sûr les hivernales qui ont déjà été faites l'année dernière. Donc les hivernales vont se tenir donc, du 22 au 26 février, c'est-à-dire que pendant la période des vacances scolaires. Ça commence le mercredi et ça se terminera le dimanche. Qu'est-ce que l'on va trouver au niveau des hivernales? Un village de chalets. Il y a donc 25 chalets qui nous ont été prêtés gracieusement par la commune de Gouilleux. Les 25 chalets, et Didier, tu es un acteur actif, mais c'est redondant, mais par rapport, disons, aux commerces qui vont occuper ces chalets. On a eu cette année plus de demandes, hein, on a eu plus de demandes que de chalets, donc il a fallu faire une sélection. Voilà, donc 27 chalets en bois qui seront occupés. On aura un manège qui sera donc pour les enfants, pour toute la population d'ailleurs, avec des tickets gratuits qui seront distribués dans les écoles. Bien sûr, le lieu central, c'est la patinoire, qui sera accessible à tous gratuitement, avec des patins donnés gratuitement. Il y aura également, disons, dans la cour de l'école maternelle, une aire de jeu en bois pour les petits enfants. Ça sera vraiment destiné aux petits enfants, avec des animations qui seront prises en charge par l'équipe d'Amandine, du centre de loisirs, etc. Voilà. Dans cet espace enfant, il y aura également des ateliers pour le maquillage, etc. On aura également des poneys qui seront à disposition pour faire un petit tour de poney au centre-ville, autour de l'étang, etc. Des animations avec un magicien, hein, voilà. Et donc 5 jours de festivités. Alors c'est ouvert on va dire de 10h à 19h, donc du mercredi au dimanche, avec une soirée le samedi qui ira jusqu'à 22h et où nous aurons, disons, une soirée concert musical que nous a concocté Grâce. Voilà. Il y aura également des manches debout, donc possibilité éventuellement de restauration sur place durant la soirée musicale. Voilà. Bon, tu peux rappeler les dates? Je ne sais pas si tu as précisé, rappeler les dates. Alors, c'est du mercredi 22 au dimanche 26 février. Voilà. Très bien. Voilà. Merci Daniel. Un autre sujet? Comment? Quand on dit gratuit pour les écoles, c'est maternelle et primaire, c'est pas le collège, hein, mémoire. Pour les tickets gratuits? Pour le manège. Pour les manèges? Ben oui, parce que le collège, c'est déjà plus tout à fait. Les collégiens sur un cheval de bois, je suis pas sûr. Voilà, donc c'est. J'ai comme un doute. Voilà, et puis bon, voilà. Didier, tu parles. Oui, t'as pas fini? Pardon, tu as encore un sujet. Je peux poursuivre peut-être pour faire un petit point sur les travaux? Oui, vas-y, on fera un tour, oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Bon, enchaîne. Au niveau de la réflexion de l'avenue de la République. Donc les travaux ont repris après la période festive, là, ont repris il y a une quinzaine de jours. Actuellement, donc la phase 2 se situe entre la pointe de la rue Jules Ferry et la rue du Fréval, rue de la Garenne. Donc si on se met dans le centre de la descente entre le Four Charles de Gaulle vers la rue du Fréval, donc les bordures et caniveaux étaient tous posés sur la gauche. Et aujourd'hui, ils étaient en train d'installer les pavés sur les entrées de portail. Voilà. Côté droit, toutes les bordures sont pratiquement déposées et il commence la pose des caniveaux et des bordures. Et ce sera certainement terminé pour cette partie-là, fin de la semaine prochaine. Donc ensuite, il y aura donc la réfection des trottoirs, le rabotage de la chaussée, mise à niveau des tampons et c'est prévu pour une terminaison mi-février, fin février. Voilà.
Après, ça sera donc la phase 3 qui ira donc du carrefour du Fréval jusqu'au carrefour de la Mascrée. Voilà. Alors, il est à noter que, en fait, l'entreprise gère bien son truc parce qu'en fait, elle permet aux bennes à ordures de passer, malgré les travaux, les bennes à ordures, elles passent le jeudi et le vendredi, et le mercredi et le jeudi. Et l'entreprise fait en sorte de lui laisser le passage. Donc, oui, mais Daniel, on n'avait pas dit que la rue de la Garenne était à double sens de la RPA, parce que là, la rue de la République est fermée. Oui. On n'avait pas parlé, parce qu'elle n'est pas double sens actuellement. Elle n'était pas il y a 2 jours, la rue de la Garenne. Finalement, c'est pas fait. On ne m'en a pas parlé, en fait. Hein. Ça avait été validé, ça. Hein. Bon, on verra. Bon, on avait dit, parce que pour les riverains, il faut bien que les riverains puissent rentrer chez eux. On avait dit qu'on la mettait à double sens de l'EHPAD jusqu'à la République, la rue de la Garenne. Ah oui, oui. Bon, on en parlera à la prochaine réunion. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Actuellement, on n'a pas évoqué ce point-là particulier en réunion de travaux, en fait. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tapis sont faits phase par phase. La première phase, le tapis a été fait. La deuxième, par contre, les bandes de résine pour délimiter les zones de circulation douce, elles seront faites en totalité à la fin du chantier. Voilà. Donc fin totale du chantier, rétro-planning. Il me semble que c'est en mois d'avril-mai. Avril-mai. Donc je vous rappelle que c'est une voirie départementale qui est rétrocédée à la commune après sa rénovation. Ouais. 21 rue de Paris. 21 rue de Paris. L'état du chantier, donc toutes les cloisons ont été déposées, les charpentes sont en cours de réfection, et alors les charpentes c'est des poutres chêne et peuplier, et c'est une heureuse surprise parce qu'en fait je dirais qu'à 95-96% elles sont en bon état, et c'est remarquable parce qu'il y a des pièces de bois assez remarquable, hein, disons, hein. Et effectivement ça s'effrite un petit peu sur l'aubier, sur le côté, mais on sent que le bois, malgré des siècles que doit avoir cette maison-là, les charpentes sont encore assez remarquables. Alors les murs ont été complètement décapés, on voit les pierres maintenant, etc. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'en enlevant justement le revêtement, on a découvert des colombages dans certaines cloisons, et des colombages qui seront maintenus et qui devraient, disons, agrémenter, rentrer dans le décor d'aménagement, etc. C'est assez remarquable. Voilà, pour le chantier du 21 rue de Paris. 2 mots aussi sur la rue de Paris et puis le chantier des eaux pluviales au niveau de l'avenue Clémenceau et de l'étang. Et un gros ouvrage, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer, il y a un gros ouvrage qui est en train d'être terminé devant la passe du Cheval Blanc, donc à l'endroit où il y aura effectivement un haricot de circulation, ce qui permet effectivement de récupérer et les eaux de l'étang, les eaux de l'étang, les eaux de l'avenue Clémenceau, les eaux du pluvial de la rue de la Gare et de la rue du Moncel. Et tout ça, disons, ça se dirige ensuite avec une répartition qu'il faudra choisir de façon judicieuse pour l'écoulement qui va passer dans le passage du Cheval Blanc en partie dans l'ancien Pierret qui passait en dessous de la maison Richer. Voilà. Et puis après on terminera par la rue de Verdun, là-haut. On a des avaloirs à changer parce qu'en fait les pluies qu'on a constatées au mois de décembre nous ont fait constater que les avaloirs n'étaient pas efficaces comme on le souhaitait, donc on va les changer. Voilà. C'est tout. Merci Daniel. Didier, les statistiques police municipale. Ouais, je vais vous faire un point donc, sur les activités de la police municipale sur le dernier trimestre 2022 sur Viarme. Donc il y a eu 6 faits de vol à la roulotte sur les rues Clem-Péter, rue de la Gare, Mascrée, entre 1h et 5h du matin. Interpellation de 10 individus avec présentation à l'officier de police judiciaire pour conduite sous emprise d'alcool et de produits stupéfiants
dont 3 suite à la découverte de produits stupéfiants par l'équipe cynotechnique lors de contrôles conjoints avec la gendarmerie. Il y a eu 3 assistances à la personne. Personne ne répondait pas aux appels et aux secours. Une agression d'un agent territorial sur son lieu de travail. Un refus d'obtempérer à la recherche de mise en cause par l'équipe cynotechnique dans les bois entre Viam et Saint-Martin, individu localisé et identifié. Un outrage à agent dépositaire de l'autorité publique. Violence, harcèlement sur mineur avec tentative de suicide. 3 infractions à l'urbanisme. 4 conflits de voisinage. 4 troubles à l'ordre public et incivilités. 2 installations des gens du voyage sur la zone d'activité de l'Orme. 4 individus suspects suite à du repérage dans les propriétés. 5 captures d'animaux et divagations. 5 encadrements de manifestations. Donc les manifestations, c'était le 11 novembre, 14 juillet, et les autres nations. Les effectifs effectuent 3 missions par semaine de police route avec des contrôles radars sur l'ensemble de la commune, avec des verbalisations. 3 patrouilles pédestres sont faites chaque semaine avec prise de contact avec les commerçants. Voilà l'activité de l'APM sur le dernier trimestre. Et Sarah. Oui. Des chiffres. Si ton propos c'est par rapport à l'extinction de l'éclairage public, on s'est donné 1 an pour savoir, parce qu'il faut sur un mois on ne peut pas dire, parce que sur un mois effectivement il y a eu des vols à la roulotte en pleine nuit. Donc c'était plutôt inquiétant. Il faut voir avec Eric s'il peut donner les stats de l'année dernière la prochaine fois. Peut-être voir si c'est mieux ou moins. On va travailler dessus. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai une autre question. Les chiffres que vous venez d'énumérer concernent uniquement la ville de Viarmes ou toutes les communes où la police intervient? Non, j'ai dit juste sur Viarmes. Et alors, vous avez les chiffres des autres communes pour commencer à faire des comparaisons, pour se rendre compte de savoir si... Non, je ne pense pas que ce soit l'objet de la pluricommunale de donner les chiffres de délinquance ou d'actes délictueux sur les autres communes. Nous, on se concentre sur Viarmes. Non, mais ça nous permettrait de voir un peu comment ça se passe par rapport aux autres, quoi. On les a de toute façon, puisque les mêmes données sont transmises à tous les maires qui sont concernés par la pluricommunale. Donc on pourrait faire un tableau simplement pour voir l'état. Pour voir si c'est quelque chose qu'on peut communiquer, nous, ici à Viarmes. Passer des messages de faits délictueux sur d'autres communes, c'est pas notre rôle non plus, peut-être. Non, mais par contre, on peut nous voir comment ça se passe sur notre commune par rapport aux autres. Si on verra si on est en mesure de plus précis sur Viarmes que sur d'autres, quoi. Voilà. Vous souhaitez commune par commune? Ben non, mais en général, globalement, qu'est-ce que ça donne? Voilà. On verra si on est habilité à donner En fait, ces chiffres-là, bruts comme ça nous donnent une idée comme ça, mais si on commence à comparer aux autres, on se dit, ah oui, d'accord. Donc là, c'est peut-être plus important à Viarmes ou moins important. Ça nous permet tout simplement de se rendre compte, en fait, de ce que vous dites. Alors là, vous nous dites qu'il y a 4 vols à tir, très bien, bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est déjà une information, quand même. D'accord, mais on ne se rend toujours pas compte que peut-être qu'ailleurs c'est pire que chez nous, ou c'est l'inverse, c'est pour ça. On verra si on est en mesure de transmettre ces données-là, et on vous les transmettra avec plaisir. Oui. Oui, non, il faudra comparer des villes comparables. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer une ville de 500 habitants avec une ville avec un bourg comme Viarmes. On verra si on peut les donner. Sarah, à toi. Oui. Alors moi, je voudrais juste revenir sur les actions du CME, rapidement. Tout d'abord, les remercier, parce qu'ils sont toujours là lorsqu'on les invite, par exemple pour les vœux du maire ou lors des commémorations diverses et variées. Donc, ils ont des projets, on met en place petit à petit les projets qu'ils ont sur leur mandat depuis bientôt, ça va faire presque 2 ans. Enfin, au mois de septembre de l'année prochaine, ça fera 2 ans. Et donc, ils ont fabriqué un jeu. Tout le monde était là, ou tout au moins, vous en avez entendu parler. Vous savez, lors de la fête du 62e anniversaire de Morcotte, les enfants morcotais avaient offert un jeu aux enfants du conseil municipal.
Donc ces derniers ont répondu en faisant eux-mêmes, alors ils ont fait un pulse, alors ils ont fait plusieurs pulses de la ville de Viarmes, voilà, et puis c'est une manière aussi de leur faire découvrir la ville. Voilà, donc je les remercie. Ils vont faire aussi une nouvelle action au mois de février, mercredi, donc mercredi prochain. Oui, c'est ça, mercredi prochain. Ils vont à la RPA. Non, pardon, oui, en janvier, pardon. En janvier d'abord. Janvier, mercredi prochain, je ne me trompe pas. Oui, je me suis trompée, pardon. 25 février. Janvier. Ah, décidément. J'ai un problème avec le mois de février. Le 25 janvier, ils vont à la RPA. Ils vont, parce qu'il y a eu des parents d'élèves qui se sont mobilisés, les parents du GPE qui se sont mobilisés pour faire des boîtes douceurs. Les enfants du CME aussi se sont mobilisés pour remplir ces boîtes. Donc les parents d'un côté ont rempli avec des petites douceurs, des chocolats, des pâtes de fruits, enfin je ne sais pas exactement. Voilà, on n'a pas ouvert les cartons bien sûr. Et puis les élèves, enfin les enfants du CME ont fait des dessins, ont apporté, voilà. Et ils ont aussi l'intention de faire des crêpes avec les personnes âgées. Donc en fait il y aura comme ça un petit moment convivial entre les enfants du CME et les enfants de la RPA. Voilà. Et puis, il y a aussi un atelier qui sera un atelier parents-enfants, organisé là par Enfance Jeunesse, donc par Amandine et Céline. Et donc, cet atelier, c'est peut-être pour ça que le mois de février mettait... c'est le 4 février, le samedi 4 février. Il y a un atelier parents-enfants autour, justement, le thème, c'est la Chandeleur. Donc, voilà, j'ai dû mobiliser les deux, sûrement. Voilà, et puis il y aura aussi en février, mais je ne sais pas encore la date... une conférence sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci. Merci Sarah. Dominique, sur ton jumelage. Oui, pas que sur mon jumelage, bonsoir. Je voudrais revenir sur Madame Planquel qui m'a envoyé un courrier et je voudrais adresser la question qu'elle m'a posée à Daniel. Elle avait fabriqué de jolies petites robes quand je m'occupais du musée pour l'exposition de dentelle, etc. Et quand elle est venue la dernière fois, elle a constaté qu'il y avait une robe qui n'y était plus et ça lui avait fait de la peine. Donc elle voulait savoir où elle était passée. Voilà. C'était une robe verte qui se trouvait devant la cheminée, qui symbolisait l'époque napoléonienne. Il y en a une qui est dans le salon des enfants, enfin, dans la pièce de jeu, mais la robe verte, elle ne l'a pas vue. Donc voilà. Devant la cheminée, mais elle n'y était plus. Alors l'énigme de la robe verte. Voilà. Donc nouveau jeu. Je pose la question, tu regarderas et tu chercheras. Voilà. Voilà. Bah, les membres du musée vont chercher et on fera retour à Madame Planquel. Donc, tu vois. D'autre part, comme tu parlais de Madame Planquel, je t'en ai parlé. Voilà. Elle m'avait demandé de le faire, je le fais. Deuxièmement, au niveau de Offray, une personne de Viarmes m'a demandé quand est-ce que ça allait rouvrir. Voilà, donc je te pose la question. Normalement, je récupère les clés demain, à 15h. D'accord. C'est pas demain que ça ouvre, donc. Non, c'est demain que ça ferme. Voilà. Et puis enfin, bon, pour parler aussi pour le jumelage, il y a une école irlandaise qui vient le 6 février prochain. Donc il y a une bonne collaboration entre le collège de Viarmes et puis le comité de jumelage et on va les recevoir donc tous ensemble. Voilà. C'est tout. Merci Dominique. Pascal, Valérie, si tu auras... Alors, je voulais vous communiquer quelques annonces d'événements culturels et sportifs qui vont avoir lieu prochainement. Tout d'abord, je voulais vous annoncer, mais vous êtes peut-être déjà au courant, le samedi 28 janvier et le dimanche 29, ici même, à la salle Saint-Louis, se produira la bande des théâtreux avec Sylvain, qui jouera une pièce intitulée À quelle heure on ment. À quelle heure on ment. Donc il y a c'est ça, il y a deux séances. Je serai là samedi soir alors. Séances. Samedi soir pour moi. Samedi soir et dimanche après-midi. D'accord.
Ensuite, je voulais vous annoncer un autre concert le samedi 4 février à 18h30. Là, c'est donc le concert de l'école de musique Camille Saint-Saëns qui présentera, dans le cadre de l'année Schubert à l'église, avec une messe en sol majeur dès 167 pour orchestre, chœur et soliste. Il y a quelques solistes qui sont parmi nous, donc je vous invite à vous y rendre. C'est donc à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, donc le 4 février. Le samedi 11 février, une exposition temporaire bord de mer aura lieu au centre culturel du Hêtre Pourpre. Ce sont donc des tableaux qui sont faits par l'association des Beaux-Arts, la BAV. Ça aura lieu donc le 11 février entre 14h et 17h. La particularité de cette expo, c'est donc qu'il y a des tableaux qui sont exposés et en même temps on voit les artistes en train de peindre. Ensuite, un peu plus loin, un mois plus tard, le samedi 18 mars, ici même, on devra avoir un très beau et remarquable concert dansant avec le groupe Cecilia and the Candy Kings. Alors Cecilia and the Candy Kings, c'est un groupe qui fait du rhythm and blues et du swing dansant. Donc ce sera à la fois un concert et on aura la possibilité de danser. Et on est en train d'inviter des danseurs amateurs, mais de très bonne qualité. Dans ce groupe, il y a au moins un musicien que vous connaissez, c'est Rodolphe Dumont, qui est guitariste à l'école de musique. Et moi, je suis allé voir sur Internet ce que produit le groupe. C'est vraiment, personnellement, je trouve ça de très, très, très bon niveau. Et je vous encourage à aller voir sur Internet et sur YouTube. Donc, il faut saisir l'adresse Cecilia, avec un Y à la fin, and the Candy Kings. Et c'est vraiment de très bonne qualité et ils se produisent régulièrement au caveau de la Huchette. Et je crois qu'ils étaient le 30 décembre dernier au caveau de la Huchette, donc qui est une boîte de musique très connue, légendaire, très connue à Paris. Et Rodolphe étant le professeur et Rodolphe, de guitare. Le prof de musique et le prof de guitare. Ensuite, je voulais là on va aller au mois d'avril. Je voulais vous annoncer la première semaine d'avril l'organisation d'une semaine olympique et paralympique. C'est donc dans le cadre de Terre de Jeux. Alors on est en train de mettre tout ça au point. C'est déjà bien avancé, mais il y a encore des choses à déterminer. L'idée, ce serait d'avoir en début de semaine, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, dans les écoles et dans les écoles maternelles, scolaires et au collège, une sensibilisation au sport et à ses valeurs, notamment celles qui sont prônées par les valeurs de l'olympisme. Il devrait y avoir, on attend la confirmation, une conférence antidopage au collège par l'Agence française de lutte contre le dopage. Donc ça, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi 5 avril, ce sont les associations sportives qui devraient également développer les valeurs du sport. Donc là, ce sera dans les clubs, pendant les entraînements. On va insister pour que les clubs organisent des journées, des moments de sensibilisation aux valeurs du sport, le respect notamment, le respect des arbitres, des joueurs, de tous, des valeurs de la persévérance, etc. Et enfin, le samedi 8 avril, dans le parc de Touteville, on prévoit une animation avec le parcours de santé. Donc on invitera les gens à venir sur le parcours de santé du parc de Touteville et à profiter de la beauté du parc et de son parcours avec ses agrès. Et dans le gymnase, et sur le plateau d'évolution qui se trouve derrière le gymnase, on devrait installer des pistes de skate et de BMX. On doit voir ça lundi. Sophie m'aide beaucoup sur ce sujet. Et donc on présentera le skate et le BMX, ainsi que le hockey roller. Skate et BMX, ce sont des disciplines, des nouvelles disciplines sportives qui sont inscrites au JO. Et puis on va essayer également d'organiser avec des clubs qui sont partants, des démonstrations de judo, karaté, basket. Et si possible, on aimerait bien montrer le handisport, avec peut-être du cécifoot et du céci-volley.
Voilà, j'en ai presque terminé. Dernière chose, mais là on va encore un peu plus loin. C'est le mercredi 12 avril. Il y aura de nouveau un concert de musique avec l'EMM, l'école de musique, qui proposera un parcours, la guitare à travers les époques. Voilà. Ça, ce sera aussi à la salle Saint-Louis, le 12 avril à 20h. Voilà. Ah bon ? D'accord. Okay. Merci Pascal. Valérie ? C'est juste pour vous dire qu'il y a eu à peu près 500 Il y a eu à peu près 500 colis qui ont été distribués aux personnes âgées de Viarmes. Ça s'est bien passé, mais j'ai pas trop de bénévoles pour aider parce que ça se passe sur 3 mardis. Donc en fait, peut-être voir l'année prochaine, monsieur le maire, si on peut faire peut-être un thé dansant ou quelque chose comme ça pour rassembler. Voilà, il fera danser les Viarmoises. C'est pas gagné. Hein. Voilà, tout le monde était content en tous les cas. Merci Valérie. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ou est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent évoquer un sujet? Il n'est pas très tard, on avait un petit ordre du jour, on peut se donner un petit quart d'heure pour échanger sur un sujet ou deux qui pourrait vous intéresser. Personne? Bon, vous avez tous envie de rentrer chez vous. Eh ben, je lève la séance. Merci à tous, merci à ceux qui nous regardent, merci au service et on se revoit le 2 mars, pour le rapport d'orientation budgétaire. Donc c'est le rapport sur les orientations, comme son nom l'indique, budgétaires de la ville sur les années qui viennent. Document important s'il en est. Merci à vous, bonne soirée.